Et donc là, moi, j'ai le plaisir d'annoncer la venue au micro de Louis Sibert, hein, qui est urologue à Rouen, responsable du MTC, du Medical Training Center, et qui est aussi, que je connais bien, puisqu'il fait partie du bureau de la SOFRA-SIMS, de la Société francophone de simulation. Donc, nous travaillons très régulièrement ensemble. Louis, à toi. Merci beaucoup, Dan. Bonjour à tous et merci à l'Académie et aux organisateurs. Alors, effectivement, je vais prendre ma double casquette de membre du bureau de la Sofra Sims, mais aussi de responsable de centre de simulation pour vous faire part de notre expérience de terrain sur les points clés de l'organisation pratique de sessions de simulation chirurgicale pour la formation initiale. Et donc, pour bien démarrer, il nous a semblé essentiel d'essayer d'impliquer le maximum de disciplines sur des objectifs généraux communs comme par exemple les urgences polyvalentes. Et donc, nous aussi, à Rouen, nous avons focalisé sur la phase socle, qui est effectivement semble être vraiment le lien, le ciment commun à toutes les disciplines. Ensuite, pour rédiger le contenu de nos sessions, il faut s'appuyer sur les référentiels des collèges. Encore faut-il que ces référentiels puissent bien préciser les objectifs, lister les objectifs spécifiques devant se faire par simulation. C'est assez souvent le cas maintenant, de plus en plus, avec quelques inégalités ponctuelles. Et en tant qu'urologue, je me permets de vous mentionner le travail récent fait par le Collège des enseignants d'urologie en collaboration avec la SOFRA-SIMS, qui a apporté son soutien méthodologique pour ce travail. Ensuite, une fois que les objectifs sont bien clairs pour tout le monde, il faut choisir les outils de simulation parce que l'efficience pédagogique et organisationnelle de nos sessions en dépend directement. Et là, il faut faire l'adéquation le plus que parfaite possible entre les objectifs pédagogiques définis, la population d'apprenants, son niveau dans le cursus et les ressources matérielles dont on dispose. Et là, je voudrais insister sur deux points pratiques qui sont extrêmement importants pour bâtir notre programme, nos programmes. En ce qui concerne les simulateurs, dont on a vu un bon nombre d'exemples euh, très importants lors des sessions précédentes, il faut bien différencier la haute technicité, c'est-à-dire avec beaucoup d'informatique, beaucoup de technologie, et la haute fidélité, qui sont des appareils dont la vocation est de se rapprocher le plus près de la pratique. Et puis, quand on bâtit un programme de simulation pour les internes en phase socle, il faut être bien au courant que l'apprentissage des habiletés relationnelles et le travail en équipe est tout aussi intéressant pour eux que l'apprentissage des gestes techniques. Ensuite, pour le déroulé de nos sessions, il faut vraiment avoir une stratégie pédagogique, et ça fait l'objet d'une communication précédente très intéressante. Le responsable du programme doit connaître, doit diffuser, doit savoir mettre en application les méthodes d'apprentissage communément validées pour la simulation procédurale, comme on l'a vu, la pédagogie de la maîtrise de la pratique délibérée. Pour la réalisation des ateliers, il est essentiel de s'efforcer de contextualiser à chaque fois les petits exercices techniques pour faciliter le transfert des apprentissages. C'est assez basique. Quand on fait un geste pour une suture simple, on met des gants, on met des casaques, on essaye de ramener des fils du bloc où on les commande. On essaye de contextualiser au maximum, et même une mise en situation, une scénarisation, euh, une mise en situation même minime est tout à fait utile avant n'importe quel geste technique le plus basique possible. Et puis, un point clé, c'est que en chirurgie comme ailleurs, finalement, le déroulé d'un atelier de simulation chirurgicale, il doit s'appuyer globalement sur le triptyque briefing, mise en situation, débriefing, que le débriefing soit fait individuellement après un geste ou en groupe selon les objectifs. Et à ce titre, on peut mentionner que la Sofra Sims a publié des aides et des recommandations et des aides rédactionnelles pour la préparation des séances de simulation, y compris les séances de simulation procédurale qui s'appliquent à la chirurgie. Et c'est tout à fait utile d'avoir cette aide à la fois rédactionnelle et cognitive. Ensuite, le point clé, ça a été souligné, pour faire tourner nos sessions, c'est qu'il faut recruter des formateurs en simulation chirurgicale, en sachant que le ratio formateur-apprenant, eh bien, il est différent selon qu'il s'agit. Il peut être différent selon qu'il s'agisse de superviser des gestes de base sur des simulateurs basse technicité, où le groupe d'apprenants peut être relativement étoffé, ou bien s'il s'agit d'avoir un suivi personnalisé quand les apprenants sont des simulateurs haute technicité, à faire un ensemble de gestes ou une procédure complète.
Ensuite, la question clé, c'est mais quel niveau de formation pour nos formateurs en simulation? Alors, vous savez que la HAS, elle identifie des formateurs occasionnels, des formateurs réguliers, des formateurs seniors. En pratique, dans l'idéal, le responsable du programme et du module, il faut vraiment qu'il ait une formation avancée en simulation. Et les autres formateurs peuvent avoir des formations plus courtes, adaptées à leur niveau d'implication dans le programme. Ça peut être même une validation de l'expérience délivrée par le responsable du centre de simulation ou le responsable du programme. Et d'une manière générale, on peut profiter de cette réunion pour suggérer une réflexion commune pour que on puisse développer des formations de formateurs spécifiques à chaque discipline selon leurs besoins. La balle est lancée. Et d'ailleurs, la Sofrasim est également prête à collaborer puisque le prochain webinaire de la Sofrasim, qui aura lieu le 26 mars, aura justement pour terme la formation des formateurs en simulation chirurgicale. L'inscription est gratuite, il suffit de s'inscrire sur le site de la Sofrasims. Ensuite, il faut donner du débriefing à nos internes. Il faut assurer la traçabilité, la lisibilité de nos formations par simulation, parce que c'est très énergivore et c'est très coûteux en termes de matériel, de logistique. Et pour remplir ces deux objectifs, il nous semble à Rouen extrêmement stratégique de développer un processus d'évaluation. Et c'est ce que nous faisons depuis près de 8 ans maintenant. À la fin de chaque programme, toutes nos cohortes internes de FASOC eh bien, bénéficient d'une évaluation de leurs compétences techniques sous forme d'un circuit OSATS. On va en reparler ultérieurement, avec des petites stations où à l'intérieur, il y a un geste technique qui est évalué par un observateur avec une grille d'évaluation qualitative globale. Ce type d'évaluation nous permet effectivement de traduire la performance technique des internes sous forme de score. Ça nous permet d'identifier leurs forces et leurs faiblesses. Ça permet d'identifier les quelques internes en difficulté et de les aider. Ça permet d'améliorer le contenu de nos sessions de l'année future. Alors, vous voyez, anecdotiquement, à Rouen, ils s'en tirent pas mal sur les gestes techniques de base. Par contre, en ce qui concerne les habiletés de communication, de travail en équipe, il n'y a aucune culture. Ils préfèrent se jeter sur la console de robot plutôt qu'essayer de parler avec les gens avec qui ils travaillent. Et c'est pas inné. Et donc, l'entraînement et l'évaluation et la communication interprofessionnelle avec les patients est extrêmement importante et nous l'avons instaurée depuis un certain temps. Alors, cette traçabilité avec des notes qui sont ce qu'elles sont, mais qui remontent jusqu'aux responsables de discipline, est extrêmement importante vis-à-vis des instituts de formation. Et nous, ça nous a permis d'avoir une valorisation institutionnelle, pardon, sous forme d'un contrat pédagogique validé en conseil de gestion, et même avec un avenant tout récent à ce contrat pédagogique qui a estimé de façon consensuelle que l'évaluation que nous faisions à la fin de chaque session de simulation pour la phase socle, eh bien, comptait pour 50% de la validation de la phase socle. Alors, bien entendu, c'est un effet d'affichage parce que vous voyez bien qu'avec ce système, les responsables de discipline gardent la main, mais c'est dans les clous de l'arrêté de 2017 pour le troisième cycle. Ça donne un peu de plus de pression pour l'assiduité des internes qui là aussi est ce qu'elle est et qui est tout à fait intéressante pour la régularité de nos sessions. Et puis, ça ouvre un petit pas de plus vers la place de la simulation pour l'évaluation du parcours universitaire, hein. Je crois que ce sera une prochaine communication. Et puis, là aussi, l'évaluation sommative par la simulation qui pourrait faire l'objet à elle seule d'un colloque. Alors, pour la dernière diapo, euh, le, le- le nerf de la guerre, c'est donc la traçabilité, la valorisation institutionnelle. Ça nous ramène des gens qui veulent se former à être formateurs et ça nous rapproche des unités de recherche qui sont tout à fait intéressées par la population qu'on enseigne. Et là, à titre d'exemple, on vient de candidater sur un appel d'offres en métropole sur un dispositif d'intelligence artificielle qui mesure les gestes et les postures et qu'on va tester sur toutes les cohortes internes qui font de la cystoscopie et tous les enseignants qui font de la cystoscopie sur la entraîneur. Donc, vous voyez, ça va même jusqu'à être valorisé en termes d'association avec des unités de recherche. Donc, ça ne pourra qu'améliorer nos pratiques et améliorer encore plus notre lisibilité. J'ai fini. Merci.